Bien, chers amis qui êtes présents, puis vous toutes et vous tous qui êtes en lien avec nous grâce à cette visioconférence, toute l'équipe du forum InCyber vous souhaite la bienvenue pour ce petit déjeuner qui est le dernier, alors non pas le dernier des petits déjeuners, mais le dernier avant le forum InCyber de Lille qui aura lieu, comme vous le savez, du 1er au 3 avril prochain. Et je vous rappelle que les inscriptions sont ouvertes et donc n'hésitez pas à venir sur le site pour vous inscrire dès lors que vous avez l'intention de venir à cet événement qui, comme vous le savez, est très important. Et je dirais même qu'il est peut-être encore plus important aujourd'hui parce qu'il a une vocation principalement européenne et c'est peut-être un espace où on peut dire des choses aujourd'hui qui nous changent de cette alternative insupportable entre d'un côté un cyber complètement business et dans les mains de la big tech et un cyber complètement dans les mains du Parti communiste chinois. Donc c'est l'occasion pour nous de montrer que nous avons des choses à dire, des choses à montrer. Et donc, voilà, soyez les bienvenus au forum à Lille, où, avec toute l'équipe, nous vous accueillerons avec un grand plaisir. Alors, là, ce matin, nous sommes dans une continuité, puisque, vous le savez, on a ensemble évoqué alors, c'est terrible les sigles, parce que on est toujours habitué à dire on a parlé des APM, Attack Path Management. On a l'autre jour on a parlé du DSPM, dire Data Security Posture Management, et aujourd'hui on est sur l'IAM, l'Identity Access Management. Alors évidemment, tout ça, ça nous amène à réfléchir à des mots en français, et donc on peut les prononcer en français. Et je remercie les intervenantes et intervenants ce matin pour, comment dirais-je, évoquer simplement, comme ils savent le faire, un sujet très important, parce qu'en fait, on est, je crois, avec toutes ces techniques, ces process, ces procédures, dans une protection de ce qui est finalement l'essentiel dans l'espace numérique, c'est la donnée. Finalement, tout ce que l'on fait, c'est pour protéger la donnée. La donnée, c'est la matière première. Et donc, tout cela, ce ne sont que des, si je peux dire, que des voies et moyens qui s'intègrent et qui se complètent dans une posture qui sera plutôt une posture zéro trust, oui, donc, qui est d'ailleurs le thème de notre forum. Donc, vous voyez que tout est logique. Alors, pour ce matin, la première question qui va se poser, c'est quel est le contexte, pourquoi parle-t-on d'IAM? Deuxième sujet, ça va être en fait, c'est quoi l'IAM? Quel est le périmètre? La troisième question qu'on va se poser, c'est quelles sont les solutions? Et la quatrième, on l'abordera sans doute, bien sûr, avec, naturellement, aujourd'hui, on ne peut pas parler d'un sujet sans parler de l'intelligence artificielle. Comment voit-on le futur? Et pour parler de tout ça, on a rassemblé les meilleurs. Les meilleurs, et d'ailleurs, Émilie en est déjà la tête de pro, c'est notre navire amiral. Et nos amis, comme vous le voyez sur ce tableau, vont se présenter très rapidement, parce qu'on a, dans nos discussions, on s'est rendu compte que le petit déjeuner pouvait durer toute la journée. Alors c'est quand même un peu un exercice difficile, on va peut-être un tout petit peu déborder, mais on va rester quand même dans les temps. Donc, on va commencer tout simplement par Émilie. Oh, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Oui, il faut mettre le petit... Bonjour à toutes et à tous. Non. Si, c'est bon. Ok, super. Merci Général pour cette très très belle introduction, et puis merci au forum InCyber pour cette invitation. Donc je suis Émilie Bonnefoy, je suis fondatrice et dirigeante d'une société qui s'appelle Open Sesame, qui est éditeur de logiciels de cybersécurité. Donc nous avons une double expertise dans la gestion des accès et des identités et dans l'utilisation de techniques de mathématiques avancées et d'intelligence artificielle pour apporter à la fois de la sécurité et de la simplicité dans la gestion de ces accès. Merci Émilie. Donc merci pour cette invitation. Donc Gilles Castéran, je suis cofondateur et dirigeant d'un truc qui s'appelle Memority. Memority, c'est une plateforme de gestion des accès et des identités qui se présente comme une identity factory parce qu'elle gère toutes les populations possibles. Avec une petite histoire très rapide, c'est qu'on a réinternalisé
en France cette technologie qui était reprise par un grand groupe international. Merci. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Du coup, je suis Kevin Smuts, le cofondateur de Zygon, qui est une société où on fait de l'identity gouvernance moderne. Et donc, on va pouvoir définir en longueur ce que c'est pendant ce panel. Moi, par le passé, j'ai passé 5 ans à faire de la transformation digitale, à vendre essentiellement du cloud et du SaaS, ensuite à faire de la protection de données du SaaS, et puis maintenant, vraiment, protéger les applications SaaS elles-mêmes au niveau de l'identité. Bonjour à tous et merci aussi pour l'invitation. Je suis Arnaud Treps, je suis le CISO d'Odaceva, qui est un éditeur qui fait de la protection de la donnée, un éditeur français qui protège les données des grands groupes qui utilisent Salesforce. Donc la sécurité du cloud, c'est mon domaine, et avant j'ai passé plus de 15 ans dans le groupe Accor, donc les sujets de gestion des entités dans un grand groupe, c'est aussi un sujet que j'ai peu pratiqué. Eh bien donc Sylvain, par définition, par déduction. Bonjour à toutes et tous, Sylvain Cortès, merci beaucoup pour l'invitation pour participer à cette table ronde. Donc Sylvain Cortès, donc moi je suis un vieux routier de l'identité, parce que j'ai commencé au siècle dernier. Donc ça fait effectivement de nombreuses années que je travaille dans ce domaine-là. Je suis également cofondateur d'un événement dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle les Identity Days, qui est un événement annuel à Paris et dont l'objectif, comme vous vous en doutez, est de parler identité, de parler sécurité des identités. Et maintenant, je travaille actuellement dans une société française basée à Lyon qui s'appelle Acuity en tant que VP de la stratégie. Donc ça veut dire que je ne fais pas grand-chose en fait de mon côté. Bien, merci pour cette présentation collective. Je pense que vous avez vu, vous avez compris quelle était la complémentarité des compétences, des expériences, et c'est ce qui va donner à notre échange sa richesse. Donc, comme je l'aurais dit tout à l'heure, le principe, c'est on peut prendre la parole, on prend la parole, mais on n'hésite pas à revenir sur ce qui a été dit, ajouter, complément. C'est vraiment, on devrait presque être autour d'une table comme un petit déjeuner tranquille avec tout le monde autour de nous. Et voilà, donc on va jouer cette carte très interactive. Donc on va commencer par la première question. Mais pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Quel est le contexte? Quelles sont les difficultés? Alors, on va donner la parole à Émilie parce qu'elle va nous exposer justement ce problème de l'augmentation considérable des menaces, des cyberattaques, et qui sont d'ailleurs, qui ciblent notamment les questions d'identité. Alors oui, effectivement, nous, dans les contextes des clients pour lesquels on intervient et chez lesquels on déploie nos solutions, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une vraie multiplication et une complexification des attaques. C'est clair que, alors on s'est dit qu'on allait parler d'IA à la fin, mais je vais quand même un petit peu en parler, puisque aujourd'hui, l'usage de l'IA est quand même comment on dit en bon français, un game changer. C'est-à-dire qu'on observe que les attaques sont de plus en plus complexes, de plus en plus automatisées. Il y a déjà 2 ans, on faisait une démo aux Identity Days, justement, d'une attaque de phishing en utilisant en fait des LLM et en démontrant qu'en contournant les règles morales en fait de certaines IA génératives, on peut produire des campagnes en l'espace de quelques minutes. Donc ça, c'est le contexte dans lequel on évolue. C'est aussi le contexte de l'automatisation des chaînes d'attaque et de la présence sur le marché, notamment sur le dark web, d'outils sur étagère quasiment qui permettent de produire des attaques. Et ces attaques, spécifiquement, elles ciblent de plus en plus souvent les identités. Et puis, peut-être parler d'un cas aussi qu'on rencontre de plus en plus fréquemment, c'est celle de l'utilisation des deepfakes pour réaliser notamment des attaques type fraude au président. Donc là aussi, où on va reproduire, quelque part, briser la confiance qu'on peut avoir en dirigeants en fait, qui sont capables à un moment donné de réaliser des transferts d'argent ou ce genre d'opérations. Et ça aussi, c'est des attaques qui sont de plus en plus fréquentes. Et donc, ce qu'on observe, c'est que les solutions traditionnelles, finalement, ne suffisent plus pour protéger les accès et les identités. Merci beaucoup Arnaud. Est-ce que le cloud, le software as a service ajoute à la complexité, à la dangerosité
de ces attaques. Oui, tout à fait. En fait, si on regarde l'histoire de la cyber, il y a 20 ans, on sécurisait les réseaux. Puis après, on s'est dit, bon, maintenant qu'on a sécurisé les réseaux, on a quand même besoin d'avoir du trafic qui touche les systèmes. Donc on s'est mis à sécuriser les systèmes. Puis après, on s'est dit, il y a les applications, donc il faut sécuriser les applications. On a dit, bon, finalement, ce qui nous protège toujours, ça va être les firewalls qui protègent notre réseau, qui protègent nos applications. Et finalement, dans le cloud, bah, les identités, c'est le nouveau firewall. C'est ça qui nous permet d'accéder aux données. Et je pense qu'une bonne moitié du travail de sécurisation, d'ailleurs ça correspond un peu à ce que disait l'ANSSI dans leur rapport, la moitié des attaques qu'ils voient dans le cloud sont liées à des problèmes de gestion de l'identité. Et ce qu'on voit aussi, ce qu'on voit avec nos clients chez Odaceva, c'est qu'il y a un sujet de modèle de responsabilité partagée qui fait que beaucoup d'entreprises sont allées dans le cloud sans peut-être prendre en considération le fait qu'il y avait une part de la responsabilité qui restait chez eux, et une part importante, c'est bien évidemment comment on accède à ce cloud. Et ça, c'est la gestion des identités. Et c'est la première brique sans laquelle, bien sûr, on parlait de chiffrement de la donnée ou autre, il y aura toujours un moment où il faudra savoir quelle est l'identité qu'on utilise pour accéder à la clé, etc. Donc c'est vraiment, à mon sens, la brique essentielle pour la sécurité des applications du cloud. Oui, merci. Kevin, vous avez effectivement dit qu'il y avait beaucoup d'attaques sur les identités, notamment sur les systèmes tiers. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour préciser cette notion de système tiers? J'aime bien les chiffres, et du coup qu'on mette un peu des chiffres sur tout ça. 52%, c'est ça, c'était le rapport de l'ANSSI la semaine dernière, des attaques qui se font sur les identités. Un des endroits où ces attaques sur les identités sont particulièrement importantes, c'est les services cloud, donc plutôt les SaaS. Donc c'est 40% des attaques qui ciblent du coup dorénavant les systèmes SaaS. Et c'est pas seulement les systèmes SaaS comme cible finale, c'est aussi les systèmes SaaS comme un passage vers des autres systèmes qui eux vont être on-prem. Donc on va récupérer des credentials à un endroit qu'on va les réutiliser ailleurs. Donc même si vous n'avez pas beaucoup de SaaS, ne pensez pas que ça ne vous concerne pas. C'est juste un vecteur d'attaque additionnel. L'autre élément qu'on voit, c'est une explosion de ces services SaaS. Là où nous, on a des données de premier ordre chez Zygon, parce que du coup, on détecte et on cherche ça pour nos clients. En moyenne, on voit 35 comptes applicatifs par employé dans les organisations. Et ça, c'est la moyenne qui compte, même les employés, on va dire, de magasins, etc. Donc si on le regarde d'une manière un peu plus intéressante, on voit des employés qui ont jusqu'à 100 comptes d'applications SaaS à gérer. Donc ça amène à un inventaire d'applications à gérer, à avoir en tête. Nous, notre inventaire d'applications, c'est 50 000 applications SaaS qu'on voit globalement chez nos clients. Donc vraiment, on est sur des chiffres qui n'ont rien à voir par rapport à la logique d'on-premise, et c'est cet inventaire-là qui se fait attaquer de manière globale. Arnaud, un exemple de compromission, LastPass par exemple. Oui, il y en a eu plusieurs dans le marché, il y a eu Okta, il y a eu LastPass, et finalement, c'est effectivement souvent le dénominateur commun, c'est les identités. On peut parler de LastPass sans les viser spécifiquement, mais qu'est-ce qui leur est arrivé? C'est un des administrateurs avait des credentials pour accéder de mémoire à un système de backup. Donc on est vraiment dans ce que tu décris, Kevin. J'imagine que LastPass, gros éditeurs, ils avaient mis en place des mesures assez fortes sur leurs grosses applications, mais ce petit applicatif, néanmoins important, qui effectuait les backups, était géré par un petit groupe de personnes sur lequel la gestion des identités avait été a priori mise de côté, et on s'est retrouvé avec un couple d'identifiants mot de passe volé de manière traditionnelle, hein, un malware, un impost-killer sur le device, sur le poste, on va parler français, sur le poste d'un des administrateurs. Et de là, on accède au vol de données dont on a tous entendu parler, mais encore une fois, le point de départ, c'est une identité volée. Alors Sylvain, finalement, convergence, sécurité, identité, est-ce qu'aujourd'hui on a vraiment un dilemme, sécurité et en même temps une identité qui apporte de la sécurité, et en même temps une identité qui est attaquée? Oui, exactement. En fait, je pense que pour bien comprendre la situation actuelle, il faut comprendre ce qui s'est passé, et il faut prendre un peu de recul sur l'historique de la gestion des identités. Moi, quand j'ai commencé, en fait, la gestion des identités, c'était pas du tout rattaché à la sécurité dans les organisations. C'était géré très souvent par les équipes de production parce qu'ils avaient besoin d'un annuaire pour que les gens s'authentifient. Ils avaient éventuellement besoin d'un annuaire Active Directory pour gérer leur poste. Mais c'était pas du tout dans le giron
du CISO ou du RSSI. Et puis, à cause de tout ce qu'on a décrit, c'est-à-dire l'évolution notamment de la partie cloud et des applications SaaS, on a de plus en plus, on va dire, posé la partie sécurité en utilisant en fait les identités. Donc du coup, l'identité est devenue, on va dire, une espèce de cheval à deux têtes. Premièrement, on l'utilise pour sécuriser les accès. Et évidemment, le pendant de tout ça, c'est que les attaquants ont bien compris que c'était un vecteur extrêmement intéressant pour faire ce qu'ils avaient besoin de faire au niveau de vos organisations. D'ailleurs, on l'a vu il y a déjà plusieurs années, les choses ont commencé il y a un peu plus de 10 ans, quand vous regardez l'historique des attaques de ransomware, déjà on-prem, à l'époque, c'était plus de 80% des ransomware avaient un code qui utilisait des faiblesses qui étaient dans Active Directory. Et on retrouve exactement la même situation avec les annuaires en ligne. Donc c'est vrai que il y a une convergence identité-sécurité, parce que généralement maintenant dans les organisations, l'identité et tous les process autour des identités sont très souvent gérés par l'équipe sécurité, mais ça devient un vecteur naturel et effectivement friable dans certains cas pour que les attaquants puissent aller sur vos systèmes. Merci. Tout à l'heure, Kevin, vous avez parlé de 35, en moyenne, 35 comptes par personne. Et est-ce qu'on arrive donc à un problème de prolifération, Gilles? Est-ce qu'on peut rester dans l'artisanat où il faut monter en puissance avec une industrialisation de l'identité? Oui, alors en fait, pour ajouter au contexte là, ce qu'on peut aussi constater, c'est qu'on est dans l'ère, on est dans l'ère de la digitalisation à très très grande échelle. Et la digitalisation à très grande échelle, elle a plusieurs impacts. Alors en général, l'objectif, c'est améliorer l'efficacité des organisations et des process. C'est évidemment améliorer l'expérience utilisateur dans l'expérience des clients. Et la troisième, c'est qu'on introduit du digital dans les produits et services avec une économie qui devient de plus en plus servicielle. Si on prend une voiture, aujourd'hui, c'est une plateforme digitale, c'est une plateforme d'objets connectés par ailleurs. Et donc ça, c'est un impact très très fort, c'est-à-dire qu'on est dans l'économie de l'interaction, de la donnée, des écosystèmes avec des chaînes de valeur où il y a beaucoup d'intervenants d'entreprises. Et à chaque fois qu'il y a des grands projets digitaux, on se confronte au fait qu'il faut faciliter les accès, les protéger et donner une identité. Alors, je reprends ce que tu as dit. En fait, dans le monde digital, on crée des identités pour donner des accès. Et c'est le vrai sens du sujet. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a une prolifération des identités. On a plusieurs identités. Alors, on comprend bien en tant que consommateur, en tant que citoyen, en tant qu'employé, en tant que partenaire. Mais même au sein des processus d'entreprise, maintenant, on peut avoir plusieurs identités parce qu'il y a plusieurs cycles des identités. Donc, il y a prolifération des identités. Et puis, en plus, vous l'avez très très bien décrit, le monde d'insécurité dans lequel on est fait qu'on multiplie aussi les méthodes d'authentification. Et donc, il y a prolifération de manières de s'authentifier. Et donc tout ça, si on veut gérer tout ça, alors il y a un côté très offensif, puisque c'est pour accompagner la digitalisation, il faut améliorer l'expérience utilisateur, certes les protéger dans le monde d'insécurité numérique que vous avez présenté, et puis accompagner ces grandes transformations. Et donc, il y a le sujet de l'industrialisation de ce domaine, qui est l'accès à l'identité. Merci beaucoup. Donc, on voit bien qu'on va vers des identités protéiformes, vous l'avez évoqué. C'est pas simplement des personnes, ce sont aussi des objets, des systèmes connectés. On sait que, il y a des projections sur 2030 avec plusieurs centaines de milliards de systèmes connectés, depuis la petite puce connectée jusqu'à la voiture autonome dans laquelle il y a un nombre de connexions considérables. Donc en fait, quand on est confronté à cette question-là, Kevin, finalement, est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui s'intéresser, et maintenant c'est un peu le sujet qu'on va aborder ensemble, à la définition de l'IAM, son périmètre. Bon, ça concerne quoi l'IAM, et Kevin, merci de nous donner un peu cette idée. Surtout, il y a un sujet très intéressant que vous avez abordé quand on a évoqué le sujet ensemble, c'est tout le shadowing. C'est-à-dire, en fait, il y a bien sûr ce qui est officiel, puis tout le reste, et qui nécessite peut-être une protection plus importante. Oui, alors avant de parler de Shadow IT, définissons un peu les identités parce qu'aujourd'hui elles ont en effet beaucoup évolué. C'est des identités protéiformes. On a évidemment les identités habituelles qu'on a l'habitude de gérer qui sont les employés.
Mais déjà, la définition d'employé aujourd'hui a beaucoup évolué. Dans les organisations, on fait appel à des freelances qui interviennent comme des personnes en exercice. On a des consultants, à l'époque ça existait aussi, mais sur des systèmes d'accès un peu parallèles, etc. Donc on a déjà des employés, on va avoir des externes qui sont semi-employés. On arrive aussi sur des plateformes collaboratives, du coup, avec des invités qui vont pouvoir communiquer avec nous, partager des documents. Nous, on le voit dans les échanges de documents légaux, par exemple. Bah oui, notre équipe légale externe, elle n'utilise pas notre système de partage de fichiers, elles ont le leur à côté, donc on a des identités là-dessus. Et puis après, on arrive sur un autre sujet qui sont les machine identities ou les non-human identities, qui sont... D'ailleurs, il y a un rapport de OWASP qui est sorti il y a quelques semaines sur les 10 bonnes pratiques à faire pour protéger les identités du coup de machine. Qu'est-ce que ça veut dire une identité de machine? C'est un compte de service, une clé d'API, c'est tous les bots qui se connectent à vos applications, etc. Et ça, c'est évidemment en explosion. Et on les voit comme des vecteurs d'attaque systématiques. Et en plus, ces identités ont un défaut, c'est qu'elles ne sont pas très visibles quand elles se font hacker. Parce que autant les employés, on les a bien sécurisés, on a des logs, etc. L'externe commence à être difficile, les invités, là, ils sont invisibles, et les machines à identité, elles ne sont pas du tout prises en compte. L'exemple d'Okta, le hack que du coup a eu Okta, c'était un service account qui a été retrouvé sur la machine de la personne. Ils sont rentrés sur les systèmes, ils avaient littéralement accès à tout avec ce service account derrière. Et service account, ça ne veut pas dire forcément une clé d'API, hein, ça peut juste être un compte de service qui n'est pas nommé à une personne et qui est laissé de côté. Alors on en vient au Shadow IT. Parce que du coup, au milieu de ces identités, évidemment, on dit souvent il y en a plein qu'on ne connaît pas, donc c'est du Shadow IT. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, en 2025, si on parle encore de Shadow IT, c'est plutôt de la paresse intellectuelle. Parce que si vous allez demander à vos employés les outils qu'ils utilisent, pour eux, c'est pas du Shadow IT, eux, c'est leurs outils qu'ils utilisent tous les jours. C'est juste la définition du périmètre de ce qu'est dans l'IT qui gêne par rapport au périmètre de ce que les employés utilisent. Et donc ça, aujourd'hui, on a les méthodes pour aller le détecter, et pour nous, le Shadow IT, c'est plutôt une logique une antichambre avant de l'amener dans l'IT, un espace de discussion, un espace de découverte, un espace de remontée d'informations, mais ça ne peut pas juste être ignoré sur le côté. Et là, on a des cas absolument très inquiétants qui sont arrivés chez nos clients, où on a des applications, en l'occurrence c'était un compte Snowflake qui a été hacké, et c'était pas vraiment du Shadow IT, ça faisait 2 ans que l'équipe l'utilisait, elle n'était pas encore arrivée dans le giron de l'IT au sens SSO, MFA, tout ce que vous voulez comme protection. Et ça a contaminé évidemment l'ensemble des services connectés au compte Snowflake. Et donc ce qu'on voit, c'est que le Shadow IT, le SaaS, le cloud, etc., c'est plus seulement des petites applications mignonnes de collaboratives où on va chatter, c'est aussi des applications connectées au joyau de la couronne qu'il faut protéger de la même manière. Et on peut plus se prémunir de ça, donc il ne faut pas le considérer comme le Shadow IT quelque chose dont je n'ai pas forcément quelque chose à voir, moi je ne suis pas d'accord qu'on utilise ça, c'est utilisé tous les jours, il faut le protéger. Alors, quand on est dans l'administration, on parle d'IGA, c'est l'inspection générale de l'administration, et nous, aujourd'hui, l'IGA, et ça donnera la peine après à Émilie de nous parler un peu de sa vision de la gouvernance. L'IGA, Identity, Governance, Administration, de quoi s'agit-il? Kevin ou Émilie? Les deux, voilà, parce que comme vous êtes tous les deux... Oui, très rapidement, on peut définir assez simplement la gouvernance des identités comme étant l'orchestration centralisée et basée sur des stratégies, ce qui nous permettra aussi d'introduire le concept de Zero Trust, donc de la gestion des identités, le contrôle d'accès des utilisateurs en particulier. Et donc aujourd'hui, on voit que cette gouvernance des identités, elle est à la fois un pilier majeur du Zero Trust, dont je vais parler juste après, qui est aujourd'hui en fait la stratégie sur laquelle toutes les organisations tendent, et elle est un pilier de la confiance numérique. Sur la question du Zero Trust,
Donc je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit et qui est tout à fait juste sur la digitalisation accélérée, le basculement des applications dans le cloud, etc. En fait, on se rend compte que la stratégie de la sécurité périmétrique traditionnelle, en fait, aujourd'hui, elle n'est plus possible. Elle n'est plus possible dans le contexte actuel. Avec la complexification, la massification des attaques, c'est plus possible. Donc on applique on tend vers cette fameuse stratégie Zero Trust, qui en une ligne pourrait se définir comme ne jamais faire confiance et toujours contrôler. Hein, donc le principe c'est l'interdiction et l'exception c'est l'autorisation. Et donc aujourd'hui il y a quand même un enjeu de déploiement d'un ensemble d'outils qui vont permettre de contrôler en continu que la personne qui se connecte est bien celle qu'elle prétend être et qu'elle a bien le droit d'avoir accès à l'ensemble des applications. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le sujet de la confiance numérique. Donc il y a c'est vrai que là on parle beaucoup de techniques, voilà, mais en fait en bout de chaîne on a des utilisateurs, et tu as évoqué le sujet tout à l'heure de la simplification et de l'usage au quotidien pour ces utilisateurs, et donc il y a un enjeu de préservation des données, de sécurité de l'information qui transite, et très clairement la gestion des accès d'identité aujourd'hui c'est comment je préserve cette confiance vis-à-vis de mes utilisateurs, vis-à-vis de mes partenaires. Tout à l'heure, on parlait de fraude au président. Voilà, forcément, derrière, ça a tout un tas de conséquences financières vis-à-vis des partenaires, etc. Et donc aujourd'hui, c'est voilà, ces deux sujets-là, ce sujet du Zero Trust, et puis après on parlera de comment ça peut se déployer, et de la confiance, elle est vraiment essentielle. Ouais, merci Sylvain. Vous avez dit quelque chose quand on s'est parlé ensemble qui me paraît très important. Attention à ce qu'on met derrière les mots. Parce que souvent on utilise des mots et après chacun pense ce qu'il veut penser derrière ce mot, alors qu'en vérité quand on parle de périmètre de l'IAM, il faut vraiment être précis sur ces mots. Oui, effectivement. En fait, je pense que on a une difficulté dans notre métier de façon globale, c'est de bien nommer les choses et d'être précis dans les explications qu'on donne. Certains ont dit mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, et je pense que c'est très vrai dans notre métier. Et ça, d'ailleurs, ça se voit quand vous faites des meetings avec... alors désolé, j'ai pas l'habitude de me faire beaucoup d'amis lorsque je fais ce type de présentation, mais quand vous faites des meetings avec des DSI ou des RSSI, même pour eux, c'est extrêmement confus en fait. Ils ont du mal à utiliser les bons mots pour décrire les situations idoines. Alors quelques exemples, évidemment, tout le monde confond la fédération d'identité et le SSO, parce que ça n'a rien à voir. On va faire des confusions dans les termes entre l'authentification et l'identification. Donc tous ces éléments de grammaire et de langage sont importants à maîtriser. Parce que lorsque l'on discute avec des éditeurs ou lorsque l'on discute avec ses pairs, c'est important d'utiliser les bons mots. Et j'ai bien aimé ce que tu disais, tu parlais de paresse intellectuelle. Pourquoi tu rajoutais intellectuelle? Le Shadow IT, c'est de la paresse. C'est-à-dire qu'il suffit d'aller voir vos métiers, il suffit d'aller discuter avec vos équipes, il suffit d'avoir les bonnes solutions technologiques qui vous permettront de mettre en évidence l'usage d'applications non contrôlées. Et de la même manière, on veut trop se cacher derrière des difficultés techniques. Les solutions techniques, elles existent. Ce qui manque, c'est la volonté. C'est deux choses différentes. Donc les solutions techniques, elles existent pour faire tout ce que vous voulez en termes d'identification d'applications non contrôlées, pour mettre en œuvre de l'authentification forte qui soit pérenne et qui soit utilisable par quelqu'un de façon simple. C'est juste que vous devez vous intéresser à ça, vous devez explorer ce que proposent les éditeurs, notamment les éditeurs français, bien sûr, et arrêter quelque part une certaine forme de paresse. Si je peux rebondir, on parlait de l'AG justement pour préciser sur ce point. Le copy polka habituel, voilà.
l'IAM, l'Identity and Access Management, et souvent on met un peu la totalité derrière, et on parle souvent de la partie d'autorisation seulement. Donc le SSO, le Zero Trust, etc., je prouve qui je suis. Et l'IGA au milieu de ça, donc la gouvernance, c'est vraiment est-ce que j'ai le droit d'accéder à ce service et avec quel niveau de droit et quelles ressources à l'intérieur de ce service, qui est quelque chose au final d'assez pragmatique, c'est le cycle de vie des identités, comment j'ouvre ma compte, comment je ferme ma compte, et à cela va se mêler la recertification des accès, les audits des accès. Et puis là-dessus, du coup, on a un sujet avec tout ce qu'on a dit comme contexte, c'est un sujet qui est en pleine réinvention, parce que on a dit évidemment explosion du nombre de comptes et de services, donc un système qui est legacy d'IGA, qui est fait pour quelques systèmes en interne, qui met des années à se déployer avec la complexité des applications internes. Là, pendant ce temps-là, en quelques années, on a des milliers d'identités cloud qui ont été créées de l'autre côté de l'organisation. Donc, changement de paradigme de temps, on va dire. Et puis, il y a un changement fondamental qui est au niveau de l'IGA, c'est que soudainement, on n'est plus en contrôle des méthodes d'authentification et de la nomenclature des rôles à l'intérieur des applications qu'on utilise. Avant, vous pouviez définir sur vos applications internes exactement les rôles qui vous semblaient correspondre à votre organisation interne, votre organigramme, etc. C'est d'ailleurs tout un travail de déploiement de l'IGA. Là, soudainement, vous allez utiliser des applications cloud. C'est le développeur de cette application cloud qui l'a décidé, comment ça fonctionnait. Et vous n'avez pas vraiment grand mot à dire sur ces choses-là. On a fait des plateformes qui sont customisables, mais dans la grande majeure partie, vous devez juste hériter de ce modèle-là. Et ça rend le système de mapping et de correspondance extrêmement compliqué à ces niveaux. Alors, Gilles. Oui, alors pour compléter, je partage exactement l'importance de nommer les choses. Dans le mot IAM, il y a quand même 3 mots. Et le premier mot, c'est management. Donc c'est du management, ce n'est pas la vérification d'identité, c'est bien du management des accès identités. Puis il y a 2 autres lettres, c'est l'identité et l'accès. Et donc sur l'identité, ça a été dit, l'IGA fait partie du management de l'identité, c'est une vision haute du sujet, mais c'est donc tout sur le cycle de vie des identités, c'est évidemment la capacité à générer les processus pour gérer ces identités, provisionner les cibles associées, l'accès évidemment, c'est très bien dit, le CSO et la fédération et les sujets de contrôle des accès. On a été pollué par une vision anglo-saxonne du sujet qui a une dizaine d'années, qui a séparé l'accès et l'identité, d'où l'invention du mot IGA. Alors, il y a une vision aujourd'hui, quand on prend l'expérience utilisateur et ce qu'on se fait dans le monde digital, on s'aperçoit qu'on ne peut pas séparer. Alors, je vais vous donner un cas d'exemple qu'on traite, on va sortir, mais on traite le cas du véhicule connecté. Donc, on ouvre nos véhicules avec notre téléphone. Et donc, c'est une clé d'accès. Si je te prête ma voiture, je vais te donner accès à ma voiture, donc on va bien déléguer, mais je vais te donner aussi un périmètre d'usage. Donc on va créer une entité avec un périmètre de droit associé. Et évidemment, si tu es mon garagiste, tu auras bien plus de droits que d'autres. Et donc on s'aperçoit que dans la vraie vie du digital, on ne sépare jamais l'accès à l'identité. Donc il y a une vraie en tout cas, posture à prendre ensemble là, pour rapprocher ces 2 mondes. Et le fait que gérer toutes les populations, que ça soit, on explique que c'est le moyen à un accédant de finalement interagir avec des applications et des services dans un environnement contextualisé et sécurisé. Et donc dans ce cadre, en fait, il faut qu'on arrive à générer des capacités à traiter ces identités, ces accès de façon cohérente. Merci. Sylvain, vous vouliez peut-être réagir? L'un d'entre vous veut réagir avant qu'on passe à l'exploration des solutions? Je voulais rajouter un point, c'est que historiquement, je pense qu'une des difficultés en fait à nommer les choses et à conduire, on va dire, les projets de la bonne manière, c'est que dans ce domaine, il y a assez peu de normes. Et souvent le normatif, alors ça peut être contraignant, mais ça peut être aussi un guide pour nous aider à comprendre comment analyser, comment déployer les choses. Et le monde de la gestion des identités de façon large, avec tout ce qu'on vient d'englober, manque de normes, manque de descriptions précises, manque de descriptifs. Et un des exemples majeurs, c'est le Zero Trust. Alors on va parler un petit peu Zero Trust, mais demander à 10 personnes sa définition de ce qu'on doit faire dans un projet Zero Trust, il n'y en a pas un dans les 10 qui va vous donner la même définition.
C'est tout simplement parce que ce n'est pas des normes précises, ce sont des concepts que l'on va appliquer, ce sont éventuellement des méthodes, et puis chaque consultant, éditeur, client va avoir sa propre lecture de ce type de mécanisme. Donc on est dans un monde où on manque de normes, et ça ne nous aide pas au quotidien, on va dire, pour faire de la gestion des identités de façon efficace. Merci. Je signale quand même que c'est Jean de La Fontaine qui a inventé le zéro trust avec la fable Le loup, le chevreau et la chèvre, où le chevreau demande à montrer patte blanche. Et parce que le loup a une patte grise, il ne peut pas rentrer. Alors oui, donc on a une définition précise, et vous le verrez après dans le forum du mois d'avril, tout sera clair, tout sera carré, derrière chaque mot, il y aura un sens. Alors simplement pour aller, alors zéro trust, en fait, c'est déjà architectural, voilà, on peut le faire comme ça, mais ça existait déjà il y a très longtemps, ça s'appelait la dépérimétrisation. Il y a une quinzaine d'années, moi je dirigeais un truc qui s'appelait Harris More, qui c'était de l'architecture, et l'identité était au cœur du sujet. Alors autant on en parle là comme un sujet important, mais il y a 10-15 ans, en fait, ce sont les grandes applications qui structuraient le système d'information. Hein. Donc quand on faisait de l'architecture, ça n'avait pas de sens, mais en tout cas on définissait clairement ces briques-là, et on était déjà dans cette démarche, ça s'appelait aussi sécurité adaptative, hein. Je sécurise en fonction dans quel contexte je me connecte. Donc ça c'est très très bien que maintenant ça devient une vraie stratégie du sujet. Moi je pense qu'il faut l'allier aussi avec des stratégies métiers. Hein. Et voilà, on revient à l'expérience utilisateur, on l'a redit, qu'est-ce que ça fait si, parce qu'on est quand même sur un sujet qui est passionnant et extraordinaire. C'est le seul sujet que je connaisse de sécurité qui en plus facilite la vie des utilisateurs. D'où cette incroyable idée de lier le I et le A, parce que je sécurise en même temps que je facilite la vie, même si le A sécurise aussi. Mais écoutez, on a vu le contexte. Émilie, peut-être dire un mot? Oui, je partage complètement ce que tu viens de dire. Là aussi, on peut parler de l'influence des anglo-saxons, puisque le zéro trust nous vient quand même pas mal de côté de l'Atlantique. Il y a un gros enjeu, je pense que vous le savez aujourd'hui, autour de l'interopérabilité. Et je vois dans la salle une personne qui travaille pour l'ANSSI et qui connaît bien ce sujet-là, de comment on s'interopère notamment avec nos partenaires dans le cadre de l'OTAN. Et donc c'est, voilà, depuis quelques années, ce concept qui en fait, je pourrais le décrire un peu comme une montagne, et finalement charge aux équipes de sécurité de gravir la montagne. Donc se dire en fait, demain matin, il va falloir que je grimpe tout en haut de la montagne qui fait 4000 mètres, c'est un peu angoissant. Et donc nous, dans cette logique-là, ce qu'on communique à nos clients, c'est plutôt d'y aller pas à pas et de se fixer différentes étapes, si je puis dire, notamment en s'équipant évidemment de solutions qui aujourd'hui sont des applications concrètes du Zero Trust et donc offrent la possibilité de faire du contrôle contextuel et de vérifier de façon continue que la personne est bien celle qu'elle prétend être et qu'elle a le droit d'avoir accès aux applications auxquelles elle a accès, que ces solutions soient interopérables évidemment. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est très compliqué d'aller expliquer à une organisation qui a dépensé 300, 400, 500 000 euros dans ses solutions, son architecture, lui dire en fait il va falloir tout casser de fond en comble. Donc c'est quand même y aller étape par étape. Aujourd'hui, sur l'aspect technico-fonctionnel, on a la chance quand même d'avoir des solutions sur le marché qui permettent de concilier sécurité et expérience utilisateur, hein, ce que tu évoquais tout à l'heure, et donc de garder la maîtrise tout en suivant l'évolution de la menace. Hein, c'est aussi le sujet des solutions qui aujourd'hui embarquent de l'IA et vont, dans certains cas, permettre, en tout cas nous c'est notre métier, de construire des IA sur mesure en fonction de la typologie et de l'évolution de la menace. Et pour rebondir aussi ce que tu disais, il y a aussi une question politique. On a la chance effectivement, en fait on peut tirer un ROI du déploiement de nos solutions, un ROI pour les utilisateurs, c'est-à-dire leur expliquer que ça va être
plus simple au quotidien, et puis un ROI pour la gouvernance, pour un COMEX par exemple, qu'il faut convaincre, en lui expliquant, en ayant des chiffres très concrets sur la réduction des coûts de support, sur le délai de connexion et sur tous les enjeux autour de la sécurisation. Voilà, bon, parce que c'est aussi quand même l'enjeu des COMEX, parfois la sécurité c'est quand même un peu abstrait, et donc là l'idée c'est aussi de pouvoir quelque part monétiser ça. Merci. Interopérabilité, sécurité, simplicité, maîtrise, vous avez un peu donné du triptyque. Moi j'aimerais entendre Arnaud et Kevin, parce qu'ils évoquent la notion de mythe, et évacuons les mythes avant d'évoquer les vraies solutions. Après je donnerai la parole à Sylvain et à Gilles. Peut-être pour rentrer dans les mythes, si on résume ce qu'on vient de se dire, c'est ce qu'on cherche à sécuriser, c'est nos données. Nos données maintenant, elles sont de plus en plus dans ces systèmes cloud, soit directement, soit indirectement, comme on l'a vu. Les éditeurs cloud, notamment les grands gérants de la tech, vont vous dire « Viens chez moi, il n'y a pas de problème, il n'y aura rien à faire ». Moi qui travaillais dans le monde Salesforce, ils étaient mis no-code, on va directement parler avec le business. Quand rapidement des problèmes de gestion des données, de GDPR, etc. sont apparus, sont vite allés rappeler les équipes IT pour leur demander un coup de main. Mais voilà, donc, ces éditeurs cloud ne vont pas tout faire pour vous, donc c'est votre boulot, CISO, d'adresser ces problématiques-là. Et tout commence par les identités. Et comme on l'a vu, ces identités, c'est pas toujours celles qu'on croit, et on ne doit pas être paresseux. Et le premier sujet qu'on peut avoir, et on l'a entendu, je pense tous dans nos expériences, se dire oh non, moi je vais pas rentrer dans un projet de fédération des entités ou de SSO, parce que finalement je vais avoir un point d'entrée vulnérable, et une fois que quelqu'un est rentré par là, ça y est, tout mon système tombe. En fait, ce qu'on voit dans les deux attaques qu'on a citées, c'est toujours des petites identités parallèles qui ont été attaquées. Donc ça aussi, je pense qu'on est dans un bon exemple de paresse, le fait de ne pas vouloir adresser le sujet en se cachant derrière le fait de dire j'ai plusieurs systèmes de gestion des identités indépendants parce que je vais être plus sécurisé. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être derrière nous. Ou le fameux « j'ai besoin de faire un audit avant », qui est la classique de la discussion. Oui, Kevin. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, notamment sur le sujet du SSO, le problème d'avoir ce genre de discussion, c'est qu'on ne se pose pas les bonnes questions, parce qu'ensuite on arrive à l'étape suivante qui est alors le SSO c'est ma cible corpelette, je vais mettre ça partout et je serai absolument couvert. Alors que le SSO, nous allons appeler ça le Single Sign-On, voilà. Quelle merveille. Point d'entrée unique des identités. Et alors, on l'a vu avant, toutes les identités ne sont pas forcément dans le SSO, avec les machine identities, etc. Donc, par définition, il y a des trous dans la raquette avec ce système-là, donc ça ne peut pas être le seul système. Nous, ce qu'on a vu également, c'est que les applications tierces ne respectent pas forcément les sessions, les bons systèmes de session et de vérification au niveau du SSO. Donc, on avait un client, par exemple, qui était hyper surpris quand on lui montrait des comptes actifs sur ses applications, de voir que tel utilisateur qu'il avait offboardé il y a un mois était actif il y a encore 3 jours sur l'application. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez des téléphones avec des applications mobiles qui ont des sessions infinies et qui ne vont pas redemander au SSO si cette personne est en effet encore active ou pas dans l'organisation. Elle a juste toujours sa session. Donc il faut en effet derrière aller fermer le compte de cette personne, sinon elle peut continuer à avoir accès aux différents systèmes. Donc vraiment, il ne faut pas avoir cette discussion sur le SSO à ce niveau-là, il faut l'avoir à l'étape d'après. On déploie le SSO et qu'est-ce qu'on fait pour le sécuriser correctement par ailleurs avec de la gestion des identités. Du coup, sur ce sujet, il y a aussi vraiment j'ai envie de dire, le yaourt du SSO où on essaye de tout mettre derrière systématiquement, qui est absolument catastrophique. Le SSO, c'est une solution technique d'authentification. Et la gestion des identités, c'est un problème organisationnel. Donc les deux ne peuvent pas fonctionner ensemble, c'est un moyen pour faire une partie des choses, mais ce n'est pas vraiment la solution ultime. Pour vous donner une idée, j'aime bien les chiffres encore une fois, en ordre de grandeur chez nos clients, un client moyen pour nous, c'est 300 applications utilisées dans l'entreprise au total. Il y en a 100 qui sont gérées par l'IT. Il y en a 60 qui sont derrière le SSO, et il y en a 15 qui ont un système de provisioning et des provisioning automatiques.
Donc de 15 à 300, où sont passés les autres. Et c'est pas forcément la faute, c'est pas la faute à l'IT, etc. Mais il faut avoir la vision de ces 300. Les freins, ils sont hyper fréquents. Il y a des applications qui n'ont absolument pas ces technologies de SSO qui ne les proposent pas. Il y a des applications qui ne proposent pas les technologies d'onboarding et d'offboarding. Il y a des applications qui les font payer. Et la personne de sécurité, comme on sait, ou de l'IT, n'a pas les poches pleines d'euros tout le temps. Elle doit aller la demander et généralement ça ne passe pas. Et donc on se retrouve en fait avec des systèmes sur ce point-là où le déploiement du SSO engendre des coûts dans les applications tierces qu'on va aller faire. Pour Okta, le calcul qu'on avait fait, c'était que deux fois le coût des licences Okta qui partent en augmentation des licences dans les applications tierces, pour passer sur la base, vous savez, la partie enterprise de ces licences d'applications qui vous permettent d'avoir accès à ces systèmes. Donc on se trouve dans un système, encore une fois, 15 à 300, où l'exception devient la règle du coup, parce que tout fonctionne très bien sur 15 applications, mais on a tout le reste qui devient une exception. Et là du coup, ça engendre des problèmes gigantesques dans les organisations, avec ces exceptions. Au niveau des helpdesk, les helpdesk explosent complètement, parce que du coup, tout se transforme en ticket. L'exception est un ticket, et puis le ticket il doit aller à la personne de l'IT, puis après à la personne du métier pour aller mettre les bons droits à la personne dans la bonne application. Et nous on apporte une solution, on réduit en moyenne de 40% le volume des tickets avec notre approche. On a les revues d'accès aussi qui explosent. Pourquoi? Parce que les revues d'accès du coup ont un périmètre de 300 applications qui n'arrivent pas à prendre en charge, donc on se retrouve avec une centaine d'applications seulement, qui deviennent extrêmement manuels, et on paye des gens extrêmement compétents qui ont des masters en cybersécurité, etc., pour faire du croisement de données Excel, de l'import de CSV, et on oublie complètement en fait leur partie d'intelligence de concepts de employés, et à la place font du pointage de fichiers. Et nous, nos clients, ils font 3 fois plus d'applications dans le scope trimestriel au lieu d'annuel. Voilà. Donc on essaye vraiment de donner les outils là où ça fait mal, pas seulement caché derrière le SSO. Et puis tout simplement, j'en ai parlé tout à l'heure avec le cas de Snowflake, si on regarde notre provider de SSO pour se dire ça c'est les applications que j'utilise et elles sont bien protégées, elles sont là, on en oublie toutes les autres, et puis au bout de quelques années on se retrouve avec des applications qui ont grossi, qui sont en dehors de ce système et qui se font craquer. Donc vraiment sur les solutions, il y en a aujourd'hui, on a parlé de la détection, on a parlé, le helpdesk et le ticketing était une énorme solution, mais il faut le mettre à l'échelle de l'enjeu des applications qu'on a sur le plateau. C'est technique ou c'est organisationnel, ou les deux en même temps, notre IAM? Alors je pense qu'on a peut-être un peu inquiété dans notre auditoire. Alors, repartageons ce que disait Gilles. On a quand même une super opportunité, pour une fois, le CISO peut être un vrai business partner, un vrai partenaire du business. On va rendre la vie des utilisateurs plus facile, on va accélérer les changements technologiques, et tout ça, ça va faire qu'après, d'un point de vue sécurité, on va pouvoir travailler sur sécuriser l'authentification. On ne va pas rentrer dans les techniques d'authentification multifacteur, de FIDO et autres passkey, mais toutes ces choses-là, c'est effectivement un peu la dernière brique. Quand on aura une gestion complète des identités, on pourra faire la sécurité technique dessus. Mais la première étape, c'est avant tout organisationnel. Moi, dans mes expériences, notamment dans les grands groupes, le premier sujet, c'est de démultiplier ces identités, parce que dans les différents systèmes, les nôtres comme ceux des partenaires, on va être connus de manière différente, même pour les clients. Vous savez qu'on parle aussi de CIM, pour le Customer Identity and Access Management. Je parle là de mon expérience de chez Accor, avant la fusion des marques, etc. Chaque client, que vous ayez chez Novotel, chez Ibis, ou chez vous étiez connu de manière différente. Donc le sujet est avant tout organisationnel. C'est comment est-ce qu'on arrive à trouver le point commun de ces identités pour après les faire diverger, comme disait Gilles, dans le contexte du cas d'usage. Mais on est avant tout sur un sujet organisationnel. Et puis après, on est sur un vrai sujet de volonté d'y aller. Encore une fois, ça c'est pas technique. C'est de se dire j'ai envie d'y aller. Il y aura toujours la vieille application qui ne supporte pas les technologies, il y aura toujours le cas particulier, mais sans une volonté politique de se dire on va y aller
parce que ça va simplifier la vie des utilisateurs, ça va me permettre d'augmenter ma sécurité, et ça va me permettre d'avancer. Là, on pourrait essayer. Après, les cas particuliers, il y a des tas de solutions. Je vais utiliser Zygon pour repérer les applications qui sont sous le radar. Je vais m'appuyer sur des partenaires français pour sécuriser mes applications cloud, pour assurer un peu ma souveraineté. Tout ça, ça existe. Mais on a besoin de volonté, et appuyons-nous sur le fait que, pour une fois, le CISO va pas être le Dr Who, mais va être celui qui dit oui, on est dans le business. Oui, Émilie? Oui, très rapidement. Alors en plus aujourd'hui, tu évoquais tout à l'heure la question du FIDO2, des passkeys, etc. Il y a quand même une normalisation et des standards qui sont arrivés sur le marché. Je pense en particulier à OpenID, qui permettent justement d'offrir cette convergence et de simplifier aussi cette harmonisation. Si je puis dire, et trouver ce bon compromis entre la sécurité, l'expérience utilisateur, et du coup il y a un enjeu aussi parce que tu évoquais tout à l'heure effectivement le groupe Accor, il y a quand même un enjeu pour les RSSI, les CISO, du dialogue avec les équipes métiers et du time to market. Et en fait l'intérêt quand même de ces standards, c'est de faciliter le déploiement et l'intégration, et donc d'offrir quand même une sécurisation dans des délais qui parfois sont 2 fois, 3 fois plus courts. Donc qui dit délai de déploiement plus court, dit aussi coût de déploiement largement réduit, et par ailleurs dit aussi que je peux plus facilement m'appuyer sur mes équipes techniques qui n'ont pas forcément besoin d'avoir des compétences plus dans la gestion des accès et des identités. Ce qui, je ne vais pas forcément me faire que des amis en disant ça, mais ce qui est notamment une des problématiques quand on est captif, par exemple, de Microsoft Azure AD ou d'Entra ID, où aujourd'hui, Microsoft est quand même en train de nous expliquer que pour avoir davantage de sécurité et faire de l'authentification, de la connexion contextuelle, il va falloir mettre la main à la poche avec donc c'est-à-dire, en moyenne on peut le dire, hein, c'est autour de 9 € par mois par utilisateur supplémentaire pour voilà, plus les compétences en interne, et plus cette problématique de boîte noire, puisqu'on ne sait pas bien finalement comment ces IA fonctionnent et la manière dont les données sont traitées. Alors Sylvain est un pragmatique et lui il s'intéresse aux exigences du terrain, des réalités du terrain. Alors quelles sont ces réalités qui s'imposent à nous, Sylvain? Alors, pour résumer ce que je pense et pour mettre en œuvre et avoir on va dire les bonnes cartes pour mettre en œuvre un projet de gestion d'identité chez vous, je pense que le point commun de tous les projets, c'est qu'il faut avoir envie de le faire. Voilà, ça paraît tout bête, mais si vous y allez à reculons, si vous n'avez pas compris l'intérêt, ça se passera mal. Et quand je dis qu'il faut avoir envie de le faire, il ne faut pas se cacher derrière des choses technologiques pour ne pas faire les choses. Je comprends ce que tu disais tout à l'heure. Tu parlais de 15 applications en SSO versus 300 applications. Mais si ce client-là veut faire du SSO sur ces 300 applications, même si elles ne sont pas compatibles avec la fédération d'identité, c'est tout à fait possible. Oui. C'est juste qu'il n'a pas envie de le faire. C'est deux choses différentes. Parce qu'il ne faut pas à nouveau confondre le SSO et la fédération d'identité. Le SSO, c'est un concept, et un des moyens de le faire, c'est d'utiliser des briques de fédération d'identité. Mais si vous voulez injecter des logins mots de passe dans des formulaires web depuis un coffre-fort de login mot de passe, c'est tout à fait possible. Moi, quand j'ai commencé, en fait, on faisait ce qu'on appelait à l'époque du Enterprise SSO, où, alors c'est sûr, c'était galère. Hein. Il fallait installer un petit client sur tous les postes, il fallait enrôler les applications, les logins, mais technologiquement, ça marchait plutôt pas mal. Et d'ailleurs, petite anecdote, un jour, je parle de ça il y a plus de 20 ans, je rencontre un RSSI, et il me dit, ah oui, mais votre truc, j'ai un gros problème, je ne peux pas gérer les Macintosh avec. Je lui dis, mais vous avez combien de Macintosh?
À l'époque, il y en avait une petite dizaine, parce que ce n'était pas encore la révolution Apple. Et donc, il dit, bah, donc le projet est impossible. Je dis, ah oui, si vous êtes en train de me dire que vous êtes tout nu dans la rue, moi je vous propose de mettre un t-shirt, un short, avec des espadrilles, mais vous, tant que vous n'avez pas le bonnet et l'écharpe, vous restez tout nu. Alors ça l'a surpris, mais c'est un comportement que l'on retrouve régulièrement. Et j'imagine qu'Émilie, sur le MFA, c'est pareil, tu dois le croiser. Faites les choses. C'est-à-dire, intéressez-vous au projet, faites les choses, n'ayez pas peur de l'échec. Alors ça, c'est notre côté culturel catholique, on a peur de l'échec. Mais croyez-moi, pour travailler un peu avec des boîtes américaines, eux, ils n'ont pas peur de l'échec. Hein. Se tromper, ça fait partie de leur process, même dans leur métier. Et voir si vous n'êtes pas trompé, c'est louche. Donc, faites les choses, démarrez des choses, faites des expérimentations avec des éditeurs, essayez de comprendre comment ça marche. Faites les choses. Le deuxième conseil, c'est évidemment de garder quand même un pied avec le terrain. Garder la réalité du terrain. On a beaucoup parlé de technologies de type cloud, de fédération, etc. Mais je vous garantis que dans vos entreprises, du on-prem, vous en avez tout autour du ventre. Donc, évidemment, vous devez le prendre en considération. La partie Active Directory, les applications on-prem. Il se trouve que, en ce moment, je fais une étude avec des hôpitaux pour comprendre comment ils gèrent leurs identités. Bon, ben, 100% des hôpitaux ont un Active Directory. 100%. Et dans à peu près 80% des cas, le SSO est basé sur Kerberos dans Active Directory. Donc évidemment, il faut à la fois vouloir faire les choses, ne pas se mettre des freins psychologiques parce que, soi-disant, techniquement, on ne saurait pas faire ci ou ça, alors que c'est pas vrai. La technique n'a jamais été un problème dans un projet informatique. Et le deuxième élément, c'est qu'il faut que vous preniez en compte le terrain. Et là, c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile parce que il y a un effort de cartographie à faire, et puis il faut prendre du recul par rapport à ce que certains éditeurs vous disent. Et on va parler un petit peu d'IA, mais alors bien sûr l'IA c'est plus excitant à faire qu'une revue de compte. Néanmoins, c'est intéressant quand même d'avoir la liste des applications et des comptes qui sont utilisés dans ces applications pour faire un bon projet. Donc gardez le contact avec le terrain, comprenez que vous avez un historique à gérer, et vouloir faire les choses, ça serait déjà pas mal pour que votre projet se passe bien. On a parlé d'erreur, de droit à l'erreur, donc l'erreur est humaine, l'adaptation au métier, au contexte métier, derrière tout ça, il y a la transformation, il y a des êtres humains. Comment voyez-vous justement la place de l'humain dans cette grande transformation de l'IAM? Oui, alors déjà pour compléter, je voulais simplement dire que en fait, le monde de l'IAM a été disrupté il y a quelques temps grâce aux plateformes cloud. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'IAM en full cloud. Par exemple, je défends ce modèle. Mais aujourd'hui, il y a vraiment une problématique vraiment technologique au sens de plateforme à construire. La seule problématique, vous l'avez très cité, c'est le raccordement de l'ensemble du système d'information à l'IAM. Et en fait, en plus, si on bénéficie des architectures full cloud quand on fait ces projets, on appelle ça l'Identity Factory, qui permet, mais à des grands groupes, si je prends un grand groupe, un équipementier automobile, qui gère 250 000 identités dans le monde entier, il a 2 personnes pour gérer son IAM. Donc le monde a été complètement disrupté grâce à ces nouvelles approches que nous on met derrière le mot Identity Factory. Et pourquoi? Parce que ça répond exactement à la difficulté de transformation qu'on a des projets. C'est que, mais c'est vrai pour tous les projets d'entreprise, et ce que tu as expliqué, c'est parce que ça doit être un projet d'entreprise. Ce n'est pas qu'un projet de RSSI, ce n'est pas qu'un projet de CTO, ce n'est pas qu'un projet de RH parce qu'il s'est alimenté que la partie employée. Donc c'est un projet d'entreprise, ce qui dit d'ailleurs les raisons pour lesquelles il y a un éditeur américain qui amène le collaboratif et qui tire ce projet, parce qu'il amène par le projet d'entreprise du collaboratif tout le projet. Et donc, dans les projets de transformation, c'est toujours la même chose. Si on se met d'accord sur une cible, on va se mettre d'accord, et puis si on n'est pas d'accord sur une cible à 2-3 ans, on va la pousser à 5 ans, on va être d'accord. Si on regarde ce qu'on a traité tout de suite, alors ça peut être un sujet de MFA, ça peut être gérer mes partenaires,
l'accès amélioré, l'accès d'identité, faire un projet de gouvernance d'identité pour les employés. Ce qu'il faut faire absolument, c'est qu'il va y avoir des événements dans la trajectoire qu'on va choisir, mais parfois subir. Une acquisition, une séparation d'entreprise, l'arrivée d'un processus avec un nouvel écosystème. Et donc, c'est la capacité de ces plateformes à finalement se réadapter très très vite. Et pour ça, il faut qu'elles soient capables, et là j'en reviens à la question, finalement de s'adapter complètement au contexte métier. Quand tu disais sur le terrain, quand il y a des processus très compliqués à implémenter, ce n'est pas parce que les gens sont devenus très complexes, c'est que la réalité de leur métier fait qu'il faut implémenter des processus. Encore une fois, alors j'ai rien contre les technologies américaines, mais la logique américaine a une tendance à dire, voilà les processus et je rationalise l'organisation, les processus de l'organisation en même temps que je change d'outil. Nous, si on commence comme ça, l'outil est abandonné. Donc ce qu'il faut être capable dans ces solutions-là, c'est d'implémenter toute la complexité métier de processus d'accès à l'identité qui sont, j'ai cité tout à l'heure qu'il y a des clients qui avaient 9 moyens d'authentification. Quand quelqu'un est dans une usine ou sur une plateforme offshore, il a un masque, il a des gants, il ne peut pas se connecter de la même manière qu'un col blanc. Et donc c'est tout ça qui est adapté. Et aujourd'hui, moi je trouve qu'il y a des vraies manières de faire. Il faut absolument mettre ça sur une vision stratégique du terme, puisque certes ça sécurise, mais ça permet aux métiers et à l'entreprise d'aller dans une digitalisation à très très grande échelle. Donc il y a une vision stratégique. Et l'autre point que je dirais aussi, c'est un moyen de donner une vraie cohérence au système d'information, de ne pas se laisser embarquer par le mode collaboratif, Microsoft qui emmène des accès. Ça permet d'avoir une vision d'architecture d'entreprise et de se dire, tiens, cette brique-là, elle me garantit mon indépendance par rapport aux fournisseurs multi-cloud, elle me permet de définir quelques standards associés à ça, et puis après on peut s'interroger par ailleurs, mais je laisserai la porte ouverte après, est-ce que c'est pas aussi une manière d'avoir une autonomie stratégique numérique en Europe? Sylvain. Alors pour compléter, je plus sois ce que tu dis. Moi j'ai toujours conseillé en fait aux différents clients que j'ai pu accompagner à l'époque où j'étais freelance dans ce domaine, d'avoir une plateforme de gestion des identités, alors appelons ça comme on veut, IAM, IDAS, indépendante de tout le reste. Ça, je pense que s'il y a un conseil de choix, c'est qu'effectivement, votre plateforme de gestion des identités au sens large du terme faut que tu continues à faire du conseil. Doit être indépendante de vos applications. Parce que sinon, vous allez effectivement mettre le doigt dans ce que tu as très bien décrit, c'est-à-dire une espèce de jumelage forcé entre votre monde applicatif et votre monde identité. Et vous aurez le plus mauvais des deux mondes, parce que vous serez coincé et côté application et côté identité. Et effectivement, les éditeurs américains ont compris ça depuis très longtemps. Et en fait, ils ont compris qu'en fait, en vous vendant les plateformes de gestion des identités au travers des applications, ils prenaient le contrôle de ce que vous étiez capable de déployer chez vous. Et ça fait déjà des années qu'ils ont compris ce concept-là. Donc effectivement, un conseil, séparer votre outil de gestion des identités de la partie applicative. Ça, c'est un point, d'un point de vue stratégique pour le coup, au niveau de l'organisation, extrêmement important. Alors Kevin veut prendre la parole avant que nous parlions au futur. Pour rebondir... Émilie. Non, Kevin, pardon. Kevin. Et pour rebondir du coup, parce que tu parlais d'acquisition, et c'est vrai que nous, souvent chez Zygon, on représente le monde tel qu'il est, pas tel que vous pensez qu'il est ou que vous le voyez depuis le haut. Et ça arrive souvent dans ces cas-là où on a cette belle vision, la cathédrale, tout c'est nickel, on est derrière Okta, on a ça, etc. Et puis nous, on lance, mais c'est malheureusement c'est ce qu'on voit sur le marché. Et on lance notre première audit et on demande, c'est quoi ça? Ah oui, ça c'est une boîte qu'on a, on a fait l'acquisition il y a 2 ans, on n'a pas encore fini de migrer leurs identités dessus. Ah mais du coup, cette application que vous utilisez, comment vous faites la migration? Ah bon, on ne savait pas qu'elle existait encore de ce côté-là. Voilà. Donc on a vraiment ce sujet de encore une fois, parler au terrain, d'une manière indirecte, de la détection, d'aller les voir, mais il y a des limites humaines aux acquisitions. C'est des gens qui ne sont pas dans les mêmes pays, qui ne reportent pas aux mêmes personnes. Il faut s'équiper sur cette partie. Nous, dans les clients, tu as raison, pas forcément des solutions d'ailleurs, mais qui utilisent l'IAM justement comme première brique d'intégration de filiales. C'est pas naturel, tu vois, parce qu'en général on dit toujours l'infrastructure d'abord, après les applications RH et les applications de consolidation financière.
Bon voilà, mais en tout cas, il y en a certains qui utilisent ça comme première intégration. Et oui, l'autre sujet, pardon, c'est que je valorisais l'approche de l'IM globale. Il est évident qu'on arrive à sécuriser que ce qui est sous contrôle de l'IM, mais que tout n'est pas sous contrôle de l'IM. Pour emmener les 450 applications d'un système d'information, ou parfois on a des clients qui ont plus de 1000 applications, en fait c'est un temps de raccordement, hein. Il faut être en plus aux évolutions des applications, donc c'est un chemin qui peut être long, et donc il faut évidemment gérer cette zone grise, hein, qui reste pendant ce temps-là. Voilà. Peut-être un retour d'expérience, tu parlais de montagne à gravir. Donc on a les Sherpas, on a les solutions technologiques qui vont nous aider, mais il ne faut vraiment pas chercher à aller au sommet dès le début. Donc je disais tout à l'heure, le référentiel, je pense, enfin la volonté d'y aller, première étape. La deuxième, c'est le référentiel, donc là c'est pas technique. Et après, il ne faut pas vouloir se dire, je veux sortir avec la tenue article complète. Bien évidemment, la promesse ultime, c'est j'ai quelqu'un qui arrive, je connais son métier, je veux lui provisionner les applications avec les bons rôles, etc. Moi, mon expérience, il ne faut pas non plus trop chercher à aller trop loin. Il y a des sujets très fonctionnels, prod, chaque application. C'est peut-être pas là où vous allez avoir la plus grosse valeur ajoutée à l'intégrer dans vos projets de gestion des identités. Puis comme tu l'as dit, il va y avoir un événement 1 an ou 6 mois après qui fait de toute façon votre décision, vous n'allez pas pouvoir l'amener au bout parce qu'il y aura une scission ou autre. Donc je pense référentiel, fédération, SSO là où c'est possible pour faciliter la vie des utilisateurs. Et après au cas par cas, gérer le provisioning, la création ou suppression des accès automatisés. Je pense que tu disais la revue des accès, c'est peut-être, j'aurais tendance à dire étonnamment, je vous recommanderais de démarrer par la revue des accès avant de traiter l'automatisation des accès, parce que finalement construire une matrice de quels sont les accès que doit avoir telle personne, sur le papier, moi j'ai jamais réussi. Par contre la construire à partir d'une revue, finalement ça apporte de la valeur immédiatement parce qu'on va repérer les problèmes, les accès qui n'ont pas été supprimés. Et puis là on va voir qu'on a une grosse charge sur le helpdesk ou des insatisfactions parce que les gens arrivent et qui mettent 3 semaines à pouvoir faire leur boulot. Là on va se dire je vais prioriser le provisioning et je vais laisser à une application très spécifique les petites spécificités métiers parce que sinon on amène une complexité dans le système tiers qui fait que derrière ce système va exploser et ne pourra pas continuer. Émilie, un dernier mot avant qu'on parle du futur, on regarde dans la boule de cristal. J'allais justement parler du futur et rebondir sur ce que tu disais, tu t'évoquais la question de l'autonomie stratégique, forcément. Je pense que c'est un... Et je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander si vous suivez l'actualité internationale récente, mais voilà. Manifestement, il va quand même falloir qu'on retrouve un peu la maîtrise sur les choses. Moi, je pense en fait que... Enfin, je fais partie de ceux qui pensent que ce contexte géopolitique et la rupture qui est provoquée par l'arrivée de l'IA dans la gestion des accès et des identités, c'est une formidable opportunité pour nous, Français, qui sommes quand même des cracks en mathématiques. J'en parlais juste après, d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un d'éminent, puisque Yann Lequin, je ne sais pas si vous avez entendu il y a quelques semaines, justement, expliquer qu'aujourd'hui, dans les big tech, vraiment ces cracks de l'IA à la tête des départements technologiques, ce sont des mathématiciens français. Et donc aujourd'hui, on a sur le marché des solutions qui permettent notamment de gérer la connexion, l'authentification, le contrôle de façon adaptative et de façon continue. Pour ça, on utilise notamment des techniques de mathématiques avancées et l'IA a vraiment apporté, je dirais, une très forte valeur ajoutée, puisqu'aujourd'hui, on est en mesure de combiner d'une part des signaux forts, donc tout à l'heure on parlait d'authentification multifacteur, on peut s'appuyer notamment sur, alors je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les jargons techniques, mais sur des protocoles, je pense en particulier à FIDO2 qui permet de s'appuyer sur les capteurs de biométrie des appareils. Aujourd'hui, on peut combiner ça avec des signaux faibles, c'est-à-dire qu'on va utiliser des techniques de mathématiques avancées ou d'IA pour traiter des très gros volumes de données et donc combiner ces signaux forts de biométrie avec des signaux faibles liés au comportement de l'utilisateur, la vélocité de frappe,
mais aussi liées au contexte. Donc ça peut être, par exemple, les caractéristiques techniques d'un appareil. Et donc ce que nous on appelle la biométrie multimodale, en fait, elle va permettre de façon initiale et de façon continue, finalement, à la fois d'en demander le moins possible à l'utilisateur qui va se connecter, mais aussi va permettre de façon transparente pour l'utilisateur de faire du contrôle continu et donc aussi de s'adapter, comme tu l'évoquais tout à l'heure, à des cas d'usage. C'est pas la même chose. Aujourd'hui, on est dans ce très bel ce très beau lieu de la garde républicaine. Nous, un des premiers cas d'usage sur lesquels on a travaillé, c'est les gilets connectés pour les forces de sécurité. C'est pas la même chose d'être un gendarme en opération sur le terrain que d'être un consommateur qui va se connecter, par exemple, pour aller voir une recette de cuisine sur Marmiton. Voilà. Et donc, il faut aujourd'hui, on a des solutions et des briques technologiques, notamment grâce à l'IA, qui permettent de faire ça. Et donc des acteurs français, européens même, parce que moi je crois plutôt à la souveraineté européenne, qui ont cette expertise-là et ont des experts sur ces sujets-là. Et donc, je pense que pour nous, c'est plutôt une opportunité. Après, il faut aussi que les grands groupes prennent des risques. Ce qui n'est pas toujours aisé. On préfère toujours dire à son chef j'ai choisi une solution en haut à droite du cadran Gartner. Voilà, ça aussi c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais je pense qu'aujourd'hui, pour assurer notre autonomie stratégique, il faut être capable évidemment de dérisquer aussi, mais en tout cas de prendre un certain nombre de risques et d'aller chercher des acteurs innovants qui travaillent avec les meilleurs labos de recherche. Aujourd'hui, l'INRIA, le CNRS, enfin, il y a des gens extraordinaires qui transfèrent des technos chez des éditeurs de logiciels de cyber. Merci Mélie. Alors, sur l'avenir, Arnaud, Kevin, Gilles, Sylvain, quel regard portez-vous? On sera le même sujet. On a tout dit. Je vais compléter pour répondre. Alors, évidemment, je pense qu'il y a l'enjeu des talents, il est évidemment essentiel, et c'est pour ça en fait que nous on essaie de pousser la démarche d'Identity Factory où on a toutes les données d'accès et celles d'identité au même endroit pour pouvoir exécuter des algorithmes d'autant-prenant. Alors tu as défini le cas où en effet l'IA va révolutionner les sujets de l'IM. Alors on a bien vu sur la partie contextuelle, tu as bien défini comment on peut finalement identifier clairement qui est la personne en regardant ses connexions d'habitude, ses habitudes et la façon dans quel contexte elle se connecte. C'est hyper important aussi, parce que là on parlait, je ne sais pas, je vais donner tel droit, Monsieur Martin va remplacer Monsieur Jean dans ce job, quels sont les droits qu'a Monsieur Jean, etc. Mais en fait il ne se connecte pas sur cette application-là, donc je ne lui donne pas ce que je lui donne les mêmes. Donc ça change complètement la façon de faire du back-office. Et puis ça change aussi cette zone grise qu'on n'arrive pas à voir, comment je détecte automatiquement les attaques par rapport à la partie identité. C'est un champ possible. Et alors, même sans aller jusqu'à l'IA, il n'y a pas de leader en pure player, comme tu as cité, en IM, aujourd'hui dans le monde. Il n'y en a pas. On a cité un, mais qui est que sur les accès. On va citer d'autres qui sont que sur l'identité. Il n'en existe pas. Donc on a la chance finalement de pouvoir construire un leader européen sur ce sujet-là. Et si en plus on a une vision IA, évidemment, c'est une chance extraordinaire. Sylvain. Alors, pour rebondir sur ce que vous disiez tous les deux, je pense qu'effectivement, il va y avoir un enjeu très très fort de souveraineté. Et alors, pourtant, ceux qui me connaissent un petit peu savent que je ne suis pas forcément un fan de l'argument de la souveraineté ou un fan pour un éditeur de dire « parce que je suis français, c'est moi qu'il faut choisir ». Néanmoins, je suis en train de changer ma position, je dois bien l'avouer. Non pas pour l'éditeur, mais pour le client. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, actuellement, une grande organisation qui viendrait apprendre dans tout domaine que ce soit, et alors les domaines majeurs, ce sera la cyber ou l'identité, prendre actuellement une solution en dehors du territoire européen, en tant que fournisseur, ça me semble un autre risque en fait. Tu parlais de dérisquer les choses, parce qu'on ne sait vraiment pas de quoi l'avenir est fait, et je pense que c'est quelque chose à prendre en très forte considération
alors que j'étais pas, encore une fois, un chantre de la souveraineté française en termes d'édition, même si j'ai travaillé plutôt pour des éditeurs français. Mais oui, je pense que ça va devenir un critère de choix extrêmement important. Et notamment, évidemment, pour gérer des identités où vous avez quand même le fleuron de votre brique technologique qui va être dans une solution. Le deuxième point, c'est que, alors au niveau de l'IA, moi je ne suis pas un spécialiste, mais il est clair que ça va révolutionner les choses, ça me paraît évident. Et là, je rejoins tout à fait ce que tu disais, Émilie, je pense qu'il y a l'Europe, au sens large du terme, un rôle à jouer, parce qu'on a effectivement moi je bosse un peu avec des gens guinéens justement, et il y a vraiment des gens fabuleux qui travaillent sur ces sujets. Encore faut-il leur donner les moyens, encore faut-il que les grands groupes jouent le jeu et aident à la fois à se développer les jeunes pousses françaises et participent à des projets innovants avec des labos. Mais oui, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à jouer côté IA et côté Europe, notamment au niveau de la gestion des identités. Merci. Alors Arnaud et Kevin, avant que nous donnions la parole à nos amis, s'ils ont des questions à poser. Alors le point, c'est que les identités, on a tous compris que c'était quelque chose d'important à gérer, ça fait à peu près la moitié du travail. Je pense que malheureusement l'étape d'après, c'est que finalement toutes nos identités, au bout d'un moment, il y a un appareil, un device, tu parlais de FIDO, etc. Il y a forcément un moment, il y a quelque chose qui est calculé sur une machine, et puis il y a ce qu'on appelle un token, qui est envoyé au système en face. Donc les attaquants, ils le font déjà. Une fois que l'identité est bien gérée, ils vont aller s'attaquer au terminal qui est utilisé pour ces identités. Donc je pense qu'il ne faut pas négliger ce terminal. Encore une fois, les solutions techniques existent. On est capable de dire je n'autorise l'accès que depuis un terminal de confiance dans le cas où on veut le faire. Donc ça existe. Et puis finalement, derrière, ce qu'on cherche à sécuriser, c'est la donnée, avant tout. On parlait de Zero Trust tout à l'heure, c'est un peu aussi ce qu'ont fait les éditeurs américains, je crois qu'on l'a aussi fait aujourd'hui, c'est qu'on a l'approche très Zero Trust réseau, parce que c'est là que ça a commencé à grossir. Mais finalement, le vrai sujet, c'est que je ne veux pas avoir besoin de faire confiance. Donc je ne veux pas avoir besoin de faire confiance à cet éditeur anglo-saxon ou américain, parce que je ne sais pas de quoi est fait le futur. Je ne veux pas avoir besoin de dépendants d'une gestion des identités. Tu disais d'ailleurs, quand on fait une acquisition, le premier sujet, c'est qu'on va aller traiter la gestion des identités. Mais le premier sujet, si demain, on veut changer d'éditeur pour des raisons de souveraineté, je suis un peu comme toi, Sylvain, finalement, nos business, ils ont besoin d'utiliser les meilleures solutions disponibles sur le marché. Ils s'en fichent un peu, qu'elles soient françaises, américaines ou chinoises. Ils prennent la meilleure solution, mais d'être capable de se dire que je ne suis pas point émaillé, en fait, il y a deux sujets. Le premier, c'est comment capable de rapidement d'aller switcher et donc d'avoir des identités indépendantes. Je reviens tout à fait à ce que tu viens de dire. Et même, je vais aller plus loin, on peut très bien dire que je vais avoir des identités indépendantes chez Microsoft. À partir du moment où je ne fais pas tout mon business avec Microsoft, où je peux avoir des identités indépendantes chez un éditeur français. Mais l'idée, c'est que les deux ne soient pas complètement liés pour que je puisse découvrir l'un. Et puis le deuxième sujet, ça restera la donnée. C'est-à-dire que si je veux pouvoir sortir d'un éditeur ou si je veux pouvoir être résilient, on a Dora qui est rentré en application en janvier, c'est comment je reprends un peu mon contrôle sur ma donnée, comment je la protège, comment je la chiffre, comment je m'assure que même si j'utilise un éditeur américain, que certaines données particulièrement sensibles dans des secteurs de défense ou autres, il est peut-être temps de se dire que le Patriot Act, c'est pas qu'un document, ça existe pour de vrai. Donc je vais aller chiffrer mes données à la source avant de les envoyer chez cet éditeur américain, pour pas le nommer. Et en fait, on en revient à notre discussion du SAP. Pour faire tout ça, j'ai besoin d'identité. Donc c'est la clé de voûte pour permettre de sécuriser mes devices et mes données. Alors Kevin, un dernier mot avant qu'on passe aux questions. Un dernier mot, oui, Marcel, donc des questions. Pour moi, je vais utiliser ça peut-être pour passer un petit coup de gueule, parce qu'en fait, je vois souvent nos clients démunis par rapport aux offres de sécurité proposées par les éditeurs logiciels. Je pense que vous avez tous été dans la situation où vous ne pouvez pas déployer le MFA, vous ne pouvez pas déployer votre SSO, etc. parce qu'il va falloir payer plus. J'en ai parlé tout à l'heure. On a fait une petite étude assez simple. On a regardé pour une entreprise de 200 personnes combien ça coûterait de pouvoir déployer le SSO vers Slack, un outil qui est utilisé globalement
c'est 20 000 € de plus de facture pour pouvoir le faire, pour passer en mode enterprise. Alors, est-ce qu'on a besoin d'être considéré comme une enterprise pour prendre la sécurité au sérieux? Je pense pas. Donc vraiment, il faut collectivement qu'on fasse pression sur les éditeurs pour que ces options de sécurité soient disponibles dès les premiers niveaux. La sécurité, c'est pas une option aujourd'hui si on veut effectivement utiliser ces applications. Il y a quelques années, on était encore en train de dire il faut chiffrer les mots de passe dans votre base de données, et là on est à un autre niveau beaucoup plus grave où le niveau de sécurité augmente et les options sont juste pas disponibles chez les éditeurs. Donc voilà, je pense que pour le futur et pour que ça fonctionne, il faut qu'on amène ça. Et là on parle du SSO, mais demain c'est les sujets de provisioning et des provisioning des comptes utilisateurs. Proposer un modèle clair aux clients. Comment je provisionne et comment je déprovisionne un compte sur mon service. Voilà. Et souvent, la réponse, elle n'existe pas sur ces applications. Merci, on va passer maintenant aux questions. Est-ce que parmi vous, voilà, une première question. On a, allez, une grosse dizaine de minutes. Et puis après, je voudrais vous parler d'un autre sujet. D'abord, je me présente, Nathalie Launay, Galit Sopasteria, consultant dans le domaine, en particulier expertise dans l'identité numérique. D'abord, je voulais dire merci. Le temps qu'effectivement, il faut dire que le Zero Trust commence par un lien sécurisé, identification, fédération d'identité, SSO ou authentification entreprise. Mais je voudrais mettre un point sur le sujet interopérabilité et changement de paradigme de ces nouvelles normes. Lily, vous avez parlé d'OpenID. Nous avons aujourd'hui un changement de rupture qui est pris au sérieux, aussi bien au niveau américain qu'européen, avec ce qu'on appelle les sujets de Verified Credential et Verified Presentation, et des nouveaux standards de OpenID Connect, et de ce nouveau monde qui est issu de ce qu'on appelle le Self-Sovereign Identity, qui va concerner les entreprises en tant qu'organisation, avec des wallets d'entreprise, mais également les wallets des employés ou des personnes qui travaillent pour ces entreprises en externe. Aujourd'hui, vous avez Microsoft Entra ID qui l'a déjà mis en place. Si demain, et ça permet de faciliter la gestion des autorisations d'accès, du cycle de vie et de la délégation des droits. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des fois des choses qui ne sont pas mises en place, c'est parce que le rôle baisse, l'attribut baisse, c'est très compliqué à mettre en œuvre, et la gestion du cycle de vie, de délégation des autorisations, très compliqué. Aujourd'hui, vous avez des nouvelles solutions qui s'appellent Wallet, qui soient web ou mobile, qui permettent des solutions sécurisées de gestion des autorisations d'accès ou de gestion des droits des utilisateurs. Et comment on anticipe au niveau français et européen ce nouveau changement de paradigme qui est également essentiel, puisque ça sera basé sur des standards interopérables avec les États-Unis. Même le LHS est en train de le faire. Que faisons-nous en France pour changer ce modèle? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ancien monde, c'était la fédération d'identité. Demain, c'est ces identités décentralisées, gérées au plus proche de la proximité des utilisateurs. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on s'y lance? Et comment faisons-nous? D'un point de vue, pour rebondir là-dessus, d'un point de vue d'éditeur logiciel, les éditeurs logiciels sont absolument pas prêts. OpenID est en train de créer une nouvelle norme qui s'appelle IPSI. Donc il y a un sujet de travail qui est là-dessus, qui justement a pour but de faire évoluer l'OpenID Connect vers ces nouveaux standards, donc des standards américains, le NIS 800, les standards européens avec le IDC. Mais aujourd'hui, la réponse des éditeurs, elle est déjà rarement OpenID, elle est souvent sur du SAML, et le SAML ne fonctionne pas avec ces nouvelles normes. Donc par rapport à tout ce qu'on disait tout à l'heure sur l'ensemble des applications utilisées, aujourd'hui le monde tel qu'il est, ce que les gens utilisent tous les jours, n'est pas du tout prêt à faire cette évolution de l'autre côté. Il n'y a pas les standards, il n'y a pas les normes, il n'y a pas l'interopérabilité qui est disponible. Les standards et les normes existent. Oui. Et la réglementation EGAS va permettre d'avoir un socle normatif et construire des solutions interopérables et ouvertes. Et aujourd'hui, il faut vraiment se saisir de ça. Si on ne le fait pas, ce sont les anglo-saxons et c'est Microsoft Entra ID qui l'a déjà fait. Les normes sont là, mais les briques technologiques d'implémentation, aujourd'hui, quand on regarde l'OIDC, c'est pour ça qu'IPSI est en train d'être créé en discussion pour pouvoir être mis dans les mains des développeurs. Bonjour. Bonjour à tous. Abdourahman Mouhamed, ancien directeur qualité de l'HSE pour du groupe d'industrie automobile, etc. Ma question est, aujourd'hui, les grands DSI sont sous-traités en Inde
au Maroc, etc. Donc derrière, comment vous préconisez un peu la gestion, puisque souvent ils sont externalisés, voilà, par rapport à ça. Alors, nous, on travaille pour des très grands groupes, donc il y a une partie de la système d'information qui est en Inde, etc. Donc, c'était très bien défini. Si c'est des employés, ils accèdent, en tout cas en termes d'accès à l'identité, la même chose que tous les employés, ils sont dans une partie réglementaire. Si c'est des sous-traitants, eh ben, ils sont dans la partie partenaire avec les mêmes process. L'avantage de l'accès à l'identité, c'est que ça remet en tout cas un contrôle sur qui utilise, etc. Une critique qu'on a pu faire dans le déploiement massif de l'IT, en tout cas offshore, ça a été est-ce qu'on est sûr que ce sont les bonnes personnes, etc. Donc au moins on gère ça. Et puis après, sur les aspects purement très techniques, c'est d'autres solutions qui sont à mettre en place pour sécuriser, notamment tout ce qui touche au côté administration du système d'information et de tout ce qui est la gestion des comptes à fort privilège. Nous, ce qu'on voit, c'est sur les sujets de helpdesk qui sont souvent voilà, le helpdesk qui est ressourcé, donc du coup c'est le helpdesk qui gère. Ils ont pas, en fait, les helpdesk n'ont vraiment pas pensé souvent comme des outils collaboratifs. Ils sont vraiment pensés comme je crée un ticket, je résous le ticket, et il y a peut-être une discussion un peu entre les deux, mais très loin de la méthode collaborative où on voudrait avoir la personne de l'IT ou de la sécurité à côté de nous, dessus notre épaule, en train de regarder. Voilà. Ça, nous, c'est littéralement quelque chose sur lequel on travaille, pour que ce soit des équipes à travers le monde qui puissent intervenir comme si elles étaient à côté de la personne pour aller faire les revues d'accès, pour aller vérifier les méthodes d'authentification sur les comptes distants, etc. Des choses qui sont extrêmement chronophages en temps normal et on ne peut pas le faire à l'échelle de 500 personnes, encore moins à l'échelle de plusieurs milliers de personnes. Peut-être pour ajouter quelque chose là-dessus, finalement ça change assez peu de choses. Je me rappelle d'un projet de déploiement de RP où il y avait de la gestion des identités qui était en place. Puis il y a un moment dans une revue, on s'est rendu compte que l'équipe finance qui avait déployé l'outil, en fait eux ils étaient hors de ce système-là parce que c'était les premiers à avoir été créés, etc. Donc en fait il y a un nécessaire besoin de revue régulière. Ça fait partie de l'IGA, la revue régulière. Et c'est encore plus facile avec un partenaire extérieur, on a un contrat, de dire c'est notre job en tant que donneur d'ordre d'aller faire de la revue régulière. C'est presque une opportunité d'externaliser parce que c'est plus facile de vendre au business qu'il faut aller faire de l'audit régulier sur un sous-traitant que sur le collègue du bureau d'à côté. Dernière question, monsieur. Oui, allez-y. Oui. Gilles, vous avez parlé, je l'ai eu le discours, de simplifier la vie des utilisateurs avec la gouvernance. Et Kevin, par ailleurs, vous avez abordé le sujet de l'identité de machine, ou de non-human identities. Dans le contexte d'un IT, dans une entreprise de 200-300 personnes, est-ce que ça implique une gouvernance différente, la partie machine par rapport à la partie personne? Est-ce que vous pourriez clarifier peut-être un peu le sujet autour de ces connexions? Moi, je peux répondre. Encore une fois, moi, j'ai envie de dire que dès qu'on met l'identité, et en fait, il y a le combinatoire entre les objets connectés et les personnes. Hein, je prends le cas du véhicule. Voilà, en fait, on s'aperçoit que c'est une combinatoire d'identité qui permet d'avoir des accès. Donc, quand on est à l'échelle de 200 personnes, on peut le gérer assez sérieusement, de façon très industrielle. D'ailleurs, même pas forcément en ayant le même niveau d'automatisation qu'il peut y avoir dans un environnement de 500 000 ou 200 000 personnes. Pour compléter avant toi, Kevin, pour faire simple, hein, ce qu'on entend authentification machine to machine, dans un annuaire, vous pouvez avoir des comptes utilisateurs et des comptes machines qui représentent non pas un utilisateur, mais c'est un autre type d'objet. Et comment ça se traduit généralement au quotidien dans la plupart des organisations, c'est souvent des authentifications par certificat. En fait, on génère un certificat qu'on va déposer sur la machine, et cette machine, parce qu'elle a ce certificat, elle s'authentifie vis-à-vis d'une autre machine ou vis-à-vis d'un réseau, par exemple. Donc ça, c'est la situation qu'on retrouve dans 99% des cas quand on parle d'authentification machine to machine, mais il y a beaucoup de choses qui arrivent et qui sont en pleine évolution, et je ne sais pas si Kevin, tu veux compléter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière aussi dont on les découvre. Arnaud, tu en parlais tout à l'heure, commencer par les revues de sécurité, c'est généralement là, parce qu'on arrive à ce stade où il y a un legacy, il y a déjà des clés d'API créées. En fait, l'IT arrive toujours dans ces situations-là, encore plus à 200-300 personnes, mais quoi qu'il arrive, c'est toujours du legacy dans n'importe quelle taille d'organisation.
Donc aller creuser au moment de ces revues d'accès, pas seulement aller regarder les identités que l'on connaît et les collaborateurs que l'on connaît et si eux doivent avoir accès, mais vraiment aller creuser plus loin dans les options de l'application, les options du système, les clés d'API et poser les questions au métier. Est-ce que c'est interfacé? Est-ce que vous l'utilisez avec autre chose, etc. Et aller creuser comment ça s'est fait. Voilà la partie investigative. Je pense que c'est la meilleure manière d'aller les retrouver. Et peut-être ce qu'on va essayer de faire autour de la gestion des identités, c'est de mettre en œuvre ce qu'on appelle le principe du moindre privilège. Ce qui est pour un humain parfois challengeant parce que le rôle d'une personne va changer, comme tu disais Gilles, quelqu'un peut remplacer l'autre. Pour une machine, en général, c'est quand même du code, donc c'est assez prédictif. Alors l'IA va peut-être changer les choses, mais aujourd'hui on sait quand même ce qu'une machine est censée faire, et on voit encore beaucoup d'identités machines qui sont déployées avec des privilèges trop élevés. Donc identifions-la et réduisons au maximum pour que la machine ait le droit de faire ce qu'elle a fait, et mettons en œuvre des solutions techniques pour se dire, bah, par exemple, je sais pas, moi j'ai un système qui appelle une API. Pour faire quelque chose, si jamais je récupère des données en clair, bah, je vais peut-être les masquer, les anonymiser avant qu'elles sortent, de manière à éviter l'impact d'une compromission de cette identité machine, parce que bah, elles sont à risque. Comme tu disais, c'est un petit certificat, une fois que le certificat est volé, elle peut être utilisée, donc réduisons l'impact avec des droits limités et un accès limité à la donnée. La dernière question vient d'un de nos amis qui est en ligne. Alors, exactement, question en ligne. L'ANSSI qui certifie de nombreux processus sera-t-elle en mesure d'absorber notamment les outils qui seront mis en place pour gérer les problématiques liées à la vérification d'identité et plus généralement les nouvelles certifications liées à cet environnement très mouvant et très véloce? Voilà, je ne répondrai pas à cette question. Non, par contre, ce qu'on peut dire, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de mépris sur le périmètre qu'on a traité, nous on est vraiment sur le management de l'accès à l'identité, donc tout ce qui est vérification d'identité, même la partie wallets, si elle va de plus en plus dans les droits, mais en fait ça nécessitera toujours de manager cette hétérogénéité, qu'on n'est pas encore dans un environnement où ça standardise, on l'a très bien vu. Donc la question de bien gérer toute cette hétérogénéité, cette complexité, on est quand même dans un monde qui fait qu'on rajoute toujours de la complexité quand on pense simplifier. Donc il y a ce sujet, il reste. Donc évidemment, alors par contre, les plateformes qu'on voit de gestion des accès d'identité aujourd'hui, celles qui sont de plus en plus visibles, en tout cas l'avenir de ces plateformes, elles sont full cloud pour gérer tout ce qu'on a dit, notamment à grande échelle, et donc elles vont rentrer dans des modèles de certification comme il peut y avoir, Second Cloud au niveau service. Et ça c'est des choses qui sont en effet clairement identifiées, basées sur des fournisseurs de confiance. Voilà, ça on rentre dans ce modèle-là. La vérification d'identité est un autre sujet. Émilie? Oui, c'est-à-dire que là on parle de la vérification de l'identité officielle, il me semble, et donc le sujet, je crois, alors j'ai pas de boule de cristal, mais j'ai compris que l'ANSSI était plutôt dans une démarche effectivement de certification, on parlait tout à l'heure des IDAS, des PVID, etc., et donc de s'appuyer en fait sur des prestataires qui vont respecter un certain nombre de standards voilà, pour assurer un certain niveau de sécurité dans la validation de cette identité officielle. Je crois qu'on est plutôt dans cette logique-là. Merci. Alors avant de nous quitter, je voudrais vous présenter une personne ici présente, Maître Corinne Thiarache, qui est la présidente du jury du prix du livre cyber. Vous savez que tous les ans, lors du FIC, du Forum InCyber, nous donnons un prix à plusieurs ouvrages en fonction des thématiques, cyberdéfense, cybercriminalité, grand public, intelligence artificielle. Et cette année, donc, vous pourrez découvrir, notamment sur le stand du Forum du Furet du Nord, les 5 ouvrages. Alors, il se trouve qu'une personne ne peut pas venir à Lille parce qu'elle attend un très heureux événement. Elle devait venir ce matin pour, comment dirais-je, recevoir le prix des mains de Maître Corinne Thiarache, que je salue. Vous pouvez nous montrer l'ouvrage. Voilà. C'est l'or de aussi 3 secondes. Le problème, c'est qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, si elle ne peut pas venir à Lille, c'est que les circonstances sont heureuses, et c'est les mêmes circonstances qui font qu'elle n'est pas là ce matin. Je voulais simplement, cher maître, qui est également une des co-autrices du Code de la cybersécurité, qui est un ouvrage fondamental, je le rappelle, voilà, si vous voulez dire un petit mot sur cet ouvrage, voilà.
Mais on reviendra avec Laure à notre petit déjeuner après le FIC. Voilà. Tout à fait. Donc en fait, j'ai l'honneur depuis maintenant plusieurs éditions de présider le jury cyber au sein du FIC, donc maintenant InCyber Europe. Je suis notamment avec Denis Fortier et Jacques Hébrard qui me secondent aussi, puisque nous délibérons régulièrement et souvent nous sommes d'accord sur les ouvrages. Donc cette autrice a donc rédigé un ouvrage qui nous a semblé très intéressant, évidemment un peu anxiogène, on est bien d'accord. La guerre à l'ère de l'intelligence artificielle quand les machines prennent les armes, qui en fait, puisque je l'ai relu un peu hier soir, parce qu'évidemment je l'avais lu déjà il y a plusieurs mois, elle trouve un nouvel écho avec tout ce qui se passe également avec les actualités. Donc merci à tous nos auteurs qui nous permettent d'être vigilants et surtout de sentir en avance vers où éventuellement on peut se diriger. Donc j'aurais aimé lui parler directement, mais je le ferai par email. En tout cas, tout simplement, j'ai l'honneur aussi de diriger des mémoires dans le cadre de l'ICP et le Master 2 du droit de l'intelligence artificielle. J'ai une de mes étudiantes qui a quand même choisi, alors je pense que c'est en écho avec l'enseignement que je lui avais dispensé sur le droit de l'IA et la cybersécurité, cybercriminalité, le sujet de la guerre avec l'IA. Et je lui avais dit, ça serait bien quand même, et c'est un sacré challenge, que vous fassiez la guerre avec l'IA, mais surtout, est-ce que l'IA ne peut pas être au service de la paix? Et elle m'a envoyé un plan détaillé, parce que je la force, en tout cas, j'essaye de toujours voir la lumière, on est bien d'accord, on est tous là pour voir la lumière, sinon on va se suicider, de bien voir toujours le bon côté des choses, et encore une fois, l'IA n'est qu'un instrument, n'est qu'une technologie, elle est neutre. Tout dépend ce qu'on va en faire en tant qu'être humain. Et ce que j'ai adoré, puisque je dois aussi intervenir dans pas longtemps une conférence sur le cloud et les risques cyber avec le cloud, donc l'authentification, l'identification, etc. Et j'ai bien aimé aussi ce que vous disiez, c'est-à-dire que la technique, on l'a. Ce qu'il faut, c'est la volonté. Et souvent, avec Marc, c'est souvent ce qu'on se dit, c'est qu'en réalité, et le projet du code cyber, c'était ça. On avait tous les éléments pour le faire. Il a fallu choisir les bonnes personnes et surtout, grâce à vous, avoir la volonté pour inspirer tout ça. Donc voilà, je ne suis pas plus longue parce que, évidemment, ça aurait été surtout intéressant d'entendre parler l'autrice. Ce que je peux dire aussi, c'est que les prix cette année, mais sans déflorer les résultats, on a voulu évidemment à nouveau encourager les éditeurs pour tout ce qui est, éducation et, évangélisation dès le départ pour les enfants contre les risques cyber. Tous nos enfants qui vont devoir surfer dans ce monde un peu inquiétant, qu'on leur donne les clés du discernement, notamment avec l'IA, etc., le des informations, tout ce que vous connaissez par cœur. Et pour le reste, je vous donne rendez-vous à Lille. Voilà, le 2 avril, nous aurons sur le stand du Fury du Nord la remise des prix. Chers amis, c'était une matinée, je l'espère, passionnante pour vous. En tout cas, moi, je l'ai trouvée passionnante grâce à nos 5 amis qui ont donné un petit peu toute leur vision des choses, et à la fois avec une très grande cohérence et complémentarité, mais chacun avec son tempérament, sa vision des choses. Et donc, nous vous applaudissons tous les 5 en vous disant à bientôt pour d'autres aventures. Et il faudra qu'on trouve un nouveau sigle quelque part pour voir un nouveau petit déjeuner.